Bonjour à tous pour les personnes qui n'étaient pas encore là. Je m'appelle Camille Saint-Louis, je suis coordonnatrice de l'équipe de recherche en partenariat Arabesque. Donc aujourd'hui, c'est notre troisième webinaire d'une série de quatre qui porte sur la séparation parentale. Notre présentation d'aujourd'hui s'intitule Immigration et séparation conjugale au Québec, un aperçu. Cette présentation-là va être présentée par Stéphanie Arsenault, professeure titulaire à l'Université Laval, et Yasmina Chouakri, directrice du Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec. Je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté de faire cette présentation-là aujourd'hui. Sur ce, je vais laisser la parole à Stéphanie et Yasmina. Bonne écoute. Merci beaucoup, Camille. Alors, c'est moi qui va démarrer cette présentation. Je remercie l'équipe Arabesque pour l'invitation, justement. Je suis contente de pouvoir vous proposer cette petite incursion dans la thématique de l'immigration et de la séparation conjugale au Québec. Ce que je vais tâcher de faire dans les prochaines minutes, et je vais tâcher de ne pas déborder 25 minutes de présentation. Alors, si jamais, Camille, tu t'apercevais que je perdais complètement la notion du temps, sois sens-toi à l'aise de m'aviser. Alors, je souhaite vous faire part de quelques informations touchant la place, la part justement des familles immigrantes au Québec, la variété des parcours migratoires et leur influence sur le vécu conjugal et familial. Vous présenter un petit aperçu des modèles familiaux, des différentes visions du monde associées à différents modèles familiaux dans le monde, oui. Une petite redéfinition des rôles familiaux après l'immigration et finalement vous présenter certaines spécificités du vécu de la séparation chez les couples issus de l'immigration. C'est indiqué à Québec, mais c'est plutôt au Québec. Alors, allons-y de ce pas. La part des familles immigrantes au Canada et au Québec, c'est important de reconnaître et de comprendre que dans la majorité des situations, l'immigration est avant tout un projet familial, beaucoup plus qu'un projet individuel. Et on peut déjà faire le prolongement là, avec l'idée que lorsqu'il y a une brisure dans la famille ou dans le couple, ça peut être vécu comme l'échec aussi du projet migratoire familial et même collectif. Alors, pourquoi est-il important de s'attarder au vécu des familles et des couples issus de l'immigration? Toutes les catégories administratives par lesquelles on admet des personnes immigrantes au Canada et au Québec privilégient ou vont comprendre beaucoup de personnes qui sont à l'âge où on crée une famille et vont privilégier même les familles déjà amorcées, c'est-à-dire les familles qui comprennent déjà des enfants nés pour être admis dans les différentes catégories, en particulier l'immigration économique, où les grilles de sélection privilégient les couples avec enfants et les personnes âgées de moins de 45 ans. Je vais montrer quelques chiffres à l'instant. Les étudiants étrangers également sont des personnes jeunes adultes, et ils sont nombreux à avoir des enfants à leur arrivée ou d'en avoir durant leur parcours scolaire. Les personnes réfugiées sont généralement constituées de familles et souvent de familles nombreuses. Il y a aussi des personnes réfugiées qui sont célibataires ou seules, mais sont moins nombreux. Et finalement, on constate que depuis 2020, le tiers des parents des nouveau-nés au Québec étaient des personnes immigrantes. Donc, 33,3 % des parents de nouveau-nés étaient des personnes immigrantes, 22 % ou 21 % deux parents dans une même famille d'origine immigrante, et dans 12 % un parent dans le couple était immigrant. Quelques chiffres pour illustrer ce que ça signifie au Québec. Les chiffres que vous voyez à ce tableau sont des chiffres qui témoignent de l'immigration permanente. On va y venir dans un instant pour préciser la différence avec l'immigration non permanente. Mais on voit quand même dans ce tableau que les personnes que l'on sélectionne sont jeunes.
Euh, les 34 ans et moins, on atteint déjà les 63% des personnes sélectionnées et les 44 ans et moins, 85%. Donc, on comprend qu'il ne reste que quelques pourcentages pour les personnes âgées de 45 ans et plus. Alors, essentiellement, l'immigration que l'on reçoit au Canada et au Québec est fortement constituée de familles et de jeunes adultes qui sont dans la période où ils vont construire éventuellement leur projet familial. Regardons un peu plus en détail la variété des parcours migratoires et comment ça peut influencer le parcours du couple ou le parcours de la famille. La première grande division qu'il faut comprendre dans le système migratoire canadien, c'est la notion de résident permanent et la notion de résident temporaire. Pourquoi? Eh bien, parce que le statut de résident temporaire est en quelque sorte le statut que les gouvernements fédéraux, fédéral et provinciaux ont adopté et qui légitime à leur sens les décisions qu'ils prennent de leur fournir très peu d'accès aux systèmes sociaux, très peu d'accès aux ressources d'aide, très peu d'accès aux soins de santé, très peu ou pas d'accès aux soins de santé subventionnés, d'éducation, etc. Alors que les résidents permanents, ce qui les favorise d'emblée, c'est qu'ils sont admis pour s'établir ici à long terme et être admissibles éventuellement à la citoyenneté. Et cela leur donne accès à tous les services de santé, d'éducation, d'accès à l'emploi, tous les services sociaux qu'on peut imaginer, couverture sociale, alors que les temporaires, non. Et qu'il y a une diversification aussi des... certains ont des accès partiels à certains services, d'autres non. Et ce qui caractérise les années récentes au Québec, c'est que de plus en plus au sein d'une même famille, les deux membres d'un couple et leurs enfants vont appartenir à des catégories migratoires différentes. Il peut y avoir une personne, par exemple, qui a un permis de travail temporaire ouvert, l'autre un permis de travail temporaire fermé, ce qui va leur donner des accès différenciés à la santé, au soutien à la recherche d'emploi, au soutien sur différents plans. Alors, on voit que même si on ne peut pas maîtriser en quelques minutes, là, tout ce système extrêmement complexe, il faut au moins retenir que le statut migratoire des personnes a une influence déterminante sur les conditions de vie et leur accès aux différents services que nos gouvernements fournissent. Qu'est-ce qui serait important ici de mentionner de plus? Oui, la question, c'est ça, de la diversification, ça c'est relativement nouveau et important, des statuts au sein même d'une famille et entre les deux membres du couple à leur arrivée. Puisqu'on s'intéresse ici au vécu des couples, des personnes qui arrivent en couple et qui vont éventuellement se séparer, c'est pertinent de regarder aussi le parcours migratoire pas seulement sous l'angle des catégories administratives formelles, mais aussi sous l'angle des motivations ou des circonstances qui ont mené à l'immigration. C'est important de comprendre que certains ont migré de manière volontaire et d'autres de manière involontaire ou beaucoup plus contrainte. Les personnes qui migrent de manière volontaire ont réfléchi leur projet, ont pu préparer ce projet, avaient une diversité de motivations conscientes pour lesquelles ils souhaitaient vivre ce projet. Ils ont généralement une possibilité de retour à court ou à moyen terme s'ils le désiraient. Et les personnes qui arrivent via l'immigration volontaire font l'objet d'un examen de santé minutieux qui fait en sorte qu'on n'admet que des personnes en bonne santé physique et en principe psychologique, quoique ça peut être un peu plus difficile à détecter de manière prémigratoire. D'un autre côté, on a les personnes qui migrent de façon involontaire dans des contextes surtout de guerre ou de catastrophe. Ça se vit de manière beaucoup plus précipitée ou peu ou pas préparée. Le besoin prédominant
d'emblée, c'est de sauver sa vie et celle de sa famille. Il y a généralement une impossibilité de retour à court terme, confronté parfois à un désir de retour à court terme. Et la santé est souvent en grande souffrance chez ces personnes qui ont souvent accumulé plusieurs éléments là, de vécu traumatique. On va penser surtout chez les migrants volontaires, aux immigrants dits économiques, aux étudiants étrangers, aux conjoints qui sont parrainés, aux travailleurs temporaires, donc qui ont planifié, prévu et souhaité leur migration. Bien que, j'ajouterai une nuance sur ces notions dans un instant. De l'autre côté, on va penser surtout aux personnes réfugiées, aux demandeurs d'asile, à certains conjoints de demandeurs principaux, parce que dans une démarche d'immigration, il y a toujours un conjoint, s'il s'agit d'un couple, qui fait la demande à titre de demandeur principal et il occupe un statut particulier au sein de la démarche migratoire. L'autre personne a donc un statut différencié. Certaines personnes parrainées, même par leur conjoint, peuvent sentir que le projet migratoire est un peu forcé pour eux. Et pensons aussi aux enfants et aux adolescents qui généralement ne font pas partie des prises de décision quant au projet migratoire. Ils peuvent avoir été exposés à cette idée, à ce projet, mais le vivent d'emblée davantage en situation de réaction à la situation. Je voulais apporter une petite nuance sur les notions de volontaire et non volontaire. Le fait qu'une migration soit volontaire ne fait pas en sorte que le parcours soit exempt de défis ou de désillusions ou d'obstacles importants. Et la migration involontaire ne fait pas en sorte que toutes ces personnes-là sont dénuées d'agentivité ou d'un certain pouvoir sur une partie des décisions ou des événements qui vont être reliés à leur parcours migratoire. C'est la nuance que je voulais apporter. Et puis, si on fait le lien plus concret avec le vécu des couples et des familles, on comprend qu'il y aura plus de risques que le vécu familial ou conjugal soit bouleversé si les adultes perdent leur statut et rôle socio-économique pré-migratoire. Et je pourrais y revenir plus tard, mais c'est quand même très, très fréquent et presque la norme qu'il y ait cette expérience de perte de reconnaissance socio-économique. Et d'un autre côté, il y a aussi plus de risques que le vécu familial ou conjugal soit bouleversé lorsque la migration n'a pas été choisie hors de fortes contraintes là, par tous les membres de la famille. Alors, gardons ça en tête. Allons maintenant vers un aperçu des différentes visions du monde et des modèles familiaux dans le monde pour comprendre finalement que les personnes qui vivent un projet migratoire ne sont pas porteurs très souvent des mêmes visions du monde qui sont prédominantes dans la société québécoise. C'est important de s'attarder à ces visions du monde parce qu'elles influencent les perceptions, les interprétations et le sens que les personnes vont donner à leurs expériences. Elles vont donc influencer la compréhension des problèmes vécus et des solutions possibles, comme celles qui touchent aux expériences familiales, aux expériences parentales et aux expériences conjugales. Alors, dans la société québécoise, pas de manière pure et absolue, mais on peut quand même établir que notre modèle sociétal est davantage, on pourrait dire, imprégné du modèle individualiste où on valorise énormément la notion du soi, l'autonomie des individus, l'indépendance des individus les uns envers les autres et même au sein d'une même famille, la liberté individuelle de choisir pour soi, la compétition interpersonnelle qui est normalisée et même valorisée dans notre société pour atteindre davantage de performance individuelle, et la notion d'honneur personnel, c'est-à-dire que si moi, je réalise quelque chose d'exceptionnel, c'est surtout moi qui va bénéficier de l'honneur qui en ressortira, ou si au contraire, je suis victime d'un déshonneur, je commets quelque chose qui est déshonorant pour moi,
c'est davantage sur moi que ça va retomber que sur mon entourage, ma famille élargie, mon village ou ma communauté. Alors que d'un autre côté, on a des sociétés où ce qui va davantage imprégner les valeurs et le fonctionnement social, c'est une notion forte du nous, du collectif, comme famille élargie, comme communauté. On va apprécier et valoriser davantage des notions de complémentarité entre les individus et d'interdépendance. On va valoriser l'allégeance à un groupe, que ce soit la famille nucléaire, la famille élargie, la collectivité, le village. Et on va trouver énormément de sécurité dans ce groupe-là, d'où l'importance de maintenir ce groupe intègre, d'y contribuer, de ne pas le fragiliser, de ne pas le remettre en question. Et on va davantage être dans une logique d'honneur collectif. Si une personne dans un groupe rayonne, bien, ça rayonne sur l'ensemble du groupe. Mais si quelqu'un déshonore vit quelque chose qui entraîne le déshonneur, c'est un déshonneur qui va se répercuter plus fortement sur l'ensemble des personnes et on peut penser au divorce ou à la séparation familiale dans certains cas. Je veux quand même insister sur le fait que ce que j'ai présenté comme des modèles distincts sont pas des modèles purs et il n'y a aucune société et aucun individu au sein des sociétés qui s'inscrivent complètement d'un côté ou complètement de l'autre, mais les sociétés, les groupes humains et les individus se situent quelque part sur ce continuum entre ces deux modèles et les individus comme les sociétés peuvent évoluer et bouger sur ce continuum au fil de leur vie. J'aime ces deux citations complémentaires pour situer notre réflexion aujourd'hui. Une citation d'abord de Corbin à propos de la culture où il affirme qu'il faut situer l'influence de la culture sur les problèmes familiaux dans une lecture écologique plutôt que de lui attribuer un effet propre, indépendant du contexte. La culture n'agit pas en vacuum, mais plutôt en interaction avec d'autres caractéristiques contextuelles situées à tous les niveaux écologiques. Donc, on peut penser au microsystème, à l'exosystème, donc la société, les services, tout ça, et le macrosystème, donc les politiques, les programmes, les normes sociales, les valeurs dominantes et tout ça. On a Michelle Vatslaroussi, qui est une chercheuse qui a travaillé longtemps sur les familles immigrantes au Québec. Elle a affirmé que ce n'est pas tant la culture d'origine qui influe sur le processus de séparation conjugale, mais plutôt le parcours migratoire du couple. Les défis liés à la migration engendrent beaucoup de tensions et certains couples ne supportent pas cette tension. Donc, je fais beaucoup de liens avec l'introduction à ma présentation que j'ai faite où j'ai parlé un peu du contexte migratoire, des contextes administratifs dans lesquels les personnes sont situées, qui vont venir beaucoup perturber et mettre au défi les familles. Pensons maintenant à quelques défis qui sont spécifiques ou enfin qui sont très caractéristiques du vécu des familles immigrantes. Voici quelques premiers éléments. Donc, ce sont des exemples de pertes ou de ruptures qui sont fréquemment vécues par des couples et des familles immigrantes. Ce sont souvent des pertes et des ruptures qui n'étaient pas anticipées, auxquelles les personnes n'étaient pas préparées à faire face. Alors, j'ai déjà mentionné la question de la perte de la reconnaissance des qualifications et des compétences professionnelles. Ça fait des décennies que cette situation a cours au Québec et au Canada. Elle a toujours cours. Alors, ça fait vivre, une recomposition identitaire parfois très difficile pour les membres du couple, la perte de la capacité et de l'aisance financière pré-migratoire, entraînant souvent une entrée inattendue dans la pauvreté. Vous aurez peut-être compris que pour immigrer, il faut détenir certaines capacités financières. L'immigration n'est pas à la portée des personnes qui n'ont pas de ressources financières. Donc, généralement, les personnes qui immigrent sont des personnes qui ne vivaient pas, là, si on fait exception des demandeurs d'asile, évidemment, et des réfugiés qui sont sélectionnés sur une toute autre base, sont généralement des personnes qui connaissaient une certaine aisance financière dans leur pays d'origine.
Donc, le besoin financier des deux conjoints parents de travailler à l'extérieur du foyer. Dans beaucoup de cas, c'est la première fois que les conjoints vont être confrontés à cette situation. Euh, Plus particulièrement pour le père, qui dans beaucoup de sociétés est identifié comme le pourvoyeur naturel de la famille. Donc, la perte de ce statut de pourvoyeur, de la capacité à soutenir adéquatement la famille. La perte de la capacité aussi à compter sur des employés domestiques. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de sociétés de pays africains, d'Amérique du Sud, d'Asie, qui, s'ils étaient dans une classe moyenne un peu privilégiée, avaient chez eux des personnes qui s'assuraient de préparer la nourriture pour la famille, de prendre soin des enfants, de les déplacer. Donc ça, c'est quand même assez commun dans plusieurs pays encore aujourd'hui. Et là, c'est des personnes qui se trouvent à apprendre à assumer tous ces rôles en même temps qu'ils s'adaptent à tous les autres aspects de la vie qu'on connaît ici. Et finalement, dans cette liste, la perte des liens familiaux élargis, bien sûr, et des bienfaits qui étaient reliés. Beaucoup de sociétés connaissent des liens très étroits, maintiennent des liens très étroits entre les personnes membres de la famille élargie, voilà, ce qui peut être perdu ici et se répercuter sur la dynamique familiale. Une proximité accrue entre les conjoints et les enfants au quotidien, souvent pendant des périodes, entre autres, où les conjoints sont en recherche d'emploi ou ne sont pas encore dans des activités à temps complet. Souvent, les conjoints vont se côtoyer plus intensément, parfois vivre aussi dans des habitations plus petites, plus modestes que ce qu'ils connaissaient au pays, et même sur le plan physique, là, dans l'espace qu'ils partagent et la quantité de temps qu'ils passent ensemble, ça peut contribuer au resserrement des liens, mais parfois ça peut exacerber des tensions et s'ajouter là, à l'ensemble des défis. La perte de l'autonomie parentale face aux enfants, particulièrement lorsque les parents sont allophones, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas le français ou l'anglais ou les langues d'usage dans les services et dans la société. Alors, ils deviennent régulièrement dépendants ou on les met en situation de dépendance face à leurs enfants pour qu'ils jouent le rôle d'interprète ou de décodeur face au fonctionnement de la société. Le changement forcé de méthode éducative, dans certains cas, les personnes adoptaient encore des méthodes, l'usage de la force ou de méthodes qui sont jugées ici violentes, comme frapper un enfant. Donc, c'est des pratiques qui étaient connues ici il y a quelques décennies, mais qui ne sont plus admissibles. Mais les familles qui viennent de sociétés où c'est encore normalisé et même valorisé doivent se précipiter là, de manière rapide dans une transformation des modes éducatifs, ce qui n'est pas toujours facile. Intrusion des institutions publiques dans la vie privée des familles. Beaucoup de personnes qui arrivent de l'étranger ne connaissent pas cette réalité du fait que des institutions étatiques ou privées ou communautaires peuvent avoir une incidence sur le fonctionnement de la famille. Ça peut être extrêmement déstabilisant. Une adaptation différenciée parfois au sein du couple entre les deux membres du couple à la nouvelle réalité sociale et l'accès inédit au divorce. Est-ce que le divorce ou la séparation dans un couple peut être source d'ostracisation pour l'un des membres ou pour les membres du couple? Ça peut être souvent la situation. Alors, il me resterait 3 ou 4 petites minutes. Je voudrais vous présenter rapidement certaines spécificités, oui, du vécu de la séparation chez les couples issus de l'immigration grâce à des données qui ont paru dans ce volume qui a été publié par l'équipe de Marie-Christine Saint-Jacques il y a quelques années, où dans un chapitre, on a présenté les personnes immigrantes ayant répondu à cette enquête. Alors, on a présenté qui était cet échantillon de 103 personnes. C'est ce que je vais vous présenter en ce moment. Donc, on a pu utiliser les données de 103 parents répondants, 43 femmes, 60 hommes, en provenance de plusieurs pays de l'ensemble de la planète, qui étaient pour une moyenne de 10 ans déjà de vie au Canada. Ils avaient près de 40 ans au moment de répondre au sondage. On a constaté que leur revenu moyen était considérablement en deçà de celui des parents non immigrants, mais qu'ils avaient à 61% des études universitaires complétées, comparativement, je crois, à 35% chez les parents non immigrants. Alors,
la parentalité et la coparentalité, qu'est-ce que nous avons observé chez les parents immigrants? Nous avons remarqué que la répartition moins équivalente du temps parental, des tâches et des responsabilités, ainsi que des prises de décision, donc chez les parents immigrants en comparaison avec les parents non immigrants, que chez les parents immigrants, ils étaient plus insatisfaits du partage du temps parental constaté. Ils avaient une évaluation moins favorable de la coparentalité vécue après la séparation. Les pères immigrants en particulier étaient plus nombreux à s'estimer peu ou pas satisfaits du temps parental et les mères immigrantes étaient moins satisfaites du partage des rôles et des responsabilités que les mères non immigrantes. Chez les parents immigrants, quant à l'accès aux services maintenant, on a observé que les hommes immigrants en particulier étaient plus nombreux à ne connaître aucun service disponible et à ne pas connaître les services psychosociaux en particulier et les services de médiation. De la même manière, les hommes immigrants étaient moins nombreux à avoir reçu tous les services dont ils estimaient avoir besoin. Et les obstacles à l'utilisation des services étaient plus présents chez les immigrants que chez les non-immigrants ayant répondu à cette enquête. Quant au coût, au manque d'informations, au manque de confiance envers le personnel, au manque de temps, à l'absence de volonté de l'ex-partenaire également. J'arrive presque à la fin. Quant au soutien social maintenant, les parents immigrants ont rapporté recevoir moins de soutien social que les parents non immigrants et ils ont aussi rapporté recevoir moins d'aide matérielle. Et finalement, en guise de réflexion finale là, et de proposition, on suggère qu'il serait important de développer des réseaux de soutien informels pour les parents immigrants, donc de mettre l'accent sur ça et d'élaborer des stratégies d'information destinées aux parents immigrants sur les services existants, notamment pour ceux connaissant peu la langue d'usage. Maintenant, ça, c'est davantage mis au défi qu'au moment de l'enquête, puisque maintenant, il y a la réforme de la Charte de la langue française qui empêche l'usage du français au-delà de 6 mois que les personnes sont ici. Donc, l'accès aux personnes allophones peut être un peu complexifié sur cet aspect-là. Alors, je vais interrompre ma présentation, enfin terminer ma présentation sur ces mots afin de donner la parole à Yasmina et je serai disponible pour répondre aux questions s'il y en a par la suite. Euh, Ton micro, Yasmina. Ok, merci beaucoup, Madame Arsenault, c'est très intéressant. Un bon rappel des éléments importants. Mon nom est Yasmina Chouakri, je suis directrice générale du Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées racisées du Québec, qu'on appelle communément le RAFIC. Cet organisme est un organisme national, c'est-à-dire qui couvre l'ensemble du Québec et sa mission est la concertation entre les femmes immigrées et racisées du Québec, le développement d'une analyse définissant les priorités, leurs revendications prioritaires, et puis la mobilisation autour d'enjeux communs et de toute activité qui favorise leur autonomie et leur égalité. Concrètement, ça veut dire quoi? Nous défendons les droits des femmes immigrées racisées dans une perspective féministe et des valeurs d'égalité entre les femmes et les hommes. Nous dénonçons, intervenant sur toute forme de violence, de discrimination, d'exclusion, de racisme. Nous favorisons aussi des pratiques et des outils, nous développons des outils d'empouvoirment adaptés aux besoins de ces femmes et nous entreprenons toute activité favorisant l'égalité des femmes immigrées racisées. Nous faisons en sorte de mieux connaître aussi les parcours migratoires et le vécu des femmes immigrées de façon à créer des espaces de prise de parole et de définir des revendications propres, favoriser leur leadership, assurer la participation des femmes immigrées racisées comme citoyennes à part entière et développer aussi des solidarités avec les autres femmes. Euh, Plus concrètement encore, nous nous appuyons sur différents moyens et outils, à savoir la formation, la sensibilisation,
la recherche, recherche-action. Voilà un petit peu. Nous n'offrons pas de service direct. Nous menons aussi des plaidoyers autour de certains enjeux, qui, notamment relativement à la violence faite aux femmes et à l'immigration, sur des projets de loi ou qui peuvent affecter en tout cas l'égalité de ces femmes. Donc voilà. Moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, ben, ah oui, parallèlement, ce que nous faisons, c'est nous avons développé plusieurs outils justement de ressources, puisque nous travaillons avec l'ensemble des régions du Québec. Par exemple, nous avons produit il y a quelques années des outils, des guides de ressources par région, euh, qui sont conformes, enfin, qui nous paraissaient conformes aux besoins des femmes immigrantes. En plus, nous les avons produits en plusieurs langues. Donc, ça c'est un atout, il y a possibilité de consulter ces ressources par région, dépendamment des régions. Et puis, à part ça, ben, nous avons produit plusieurs recherches, plusieurs mémoires, etc., qui sont disponibles sur notre site web qui est www.rafik.ca. Voilà. Concernant le thème de ce webinaire, euh, j'aimerais mettre en avant quelques éléments, bien que nous n'ayons pas pu faire ni travailler sur ces enjeux-là, parce que ce sont des enjeux qui n'apparaissent pas souvent dans toutes les publications, en fait, plus générales sur les femmes immigrantes. On insiste beaucoup, par exemple, sur l'aspect de la monoparentalité, puis qui est une résultante en général de la séparation, que ce soit une séparation juste conjugale ou un divorce. Mais on ne parle pas des autres enjeux qui sont liés vraiment au processus de séparation, c'est-à-dire dans toutes ces étapes, en incluant le divorce. Alors, pour nous, de ce que j'ai vu, parce qu'avant d'être directrice générale du RAFIC, j'ai été pendant 10 ans coordonnatrice du volet femmes à la TCRI, qui est la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Alors, je peux vous dire que ce qui transparaît le plus à travers finalement d'autres enjeux, parce qu'on met pas forcément le doigt là-dessus, puis je profite de cette occasion pour, de cette tribune en tout cas pour insister là-dessus, c'est que on se penche très peu sur la question de la séparation, à moins que je ne sois pas à jour dans mes connaissances là-dessus. Euh, Parmi ces enjeux on a dont j'ai pris connaissance, et aussi certaines de mes collègues, par exemple, c'est la méconnaissance euh, par les femmes immigrantes, peu importe leur statut d'immigration, de la législation liée à la séparation au Québec. Donc, il y a une méconnaissance de cette législation. Par ailleurs, un élément qui est très important, euh, c'est l'opposition ou les contradictions entre la législation du pays d'origine et du pays d'accueil. Exemple concernant le mariage, le divorce, les conditions, etc. Ce qui fait que beaucoup de femmes immigrantes vivant au Québec, continuent à penser qu'elles sont soumises en fait, quelque part à la même législation que dans le pays d'origine. Et elles sont très étonnées de se rendre compte que finalement, non, c'est pas du tout pareil et que, elles peuvent trouvé des solutions, en tout cas dans la législation, trouver des solutions aux problématiques qu'elles vivent au sein de leur couple à travers la connaissance de la législation québécoise. Donc, exemple, que le fait que l'obligation, par exemple, de l'époux de verser une pension alimentaire, si la femme a la garde des enfants, etc. Elles peuvent penser aussi que, par exemple, dans certains pays d'origine,
les garçons sont, à partir d'un certain âge, vont être automatiquement confiés au père, alors que les filles vont rester auprès de la mère jusqu'à l'âge du mariage. Exemple, c'est des exemples que je tire comme ça sans citer les pays d'origine parce que c'est très différent aussi selon les pays d'origine. Donc, il y a tous ces éléments qui font que cette opposition entre législation du pays d'origine et pays d'accueil fait que elles sont un petit peu perdues dans tout ça. Soit elles ne connaissent pas du tout la législation au Québec, soit elles la connaissent mais très très peu. Et puis elles continuent d'associer des éléments de la société d'origine à leur vie ici, alors que ce n'est plus le cas. Je prendrai à titre d'exemple une femme d'origine iranienne qui m'avait dit une fois, écoute, tu sais, moi je peux plus retourner dans mon pays d'origine depuis que j'ai divorcé ici au Québec. Puis j'ai été très étonnée, je lui ai dit pourquoi? Elle me dit oui, mais en plus mes parents sont vieux, je ne peux pas comment dire ça, je voudrais les voir, mais ça fait des années que je les ai pas vus parce que je ne peux plus retourner. Alors j'ai essayé de comprendre la raison. Et ce qu'elle m'avait expliqué, c'est que, étant divorcée ici, si jamais son ex-mari n'enregistrait pas son divorce dans le pays d'origine, elle restait mariée dans le pays d'origine, malgré un divorce prononcé au Québec et que donc, à partir de là, tant que l'ex-mari ne donnait pas, n'informait pas les autorités du pays d'origine qu'il y avait eu divorce, elle était soumise à un certain nombre d'obligations, à savoir qu'elle ne pouvait quitter le territoire national, c'est-à-dire l'Iran dans ce cas-là, elle ne pouvait quitter l'Iran qu'avec une autorisation du mari, puisque elle était officiellement encore mariée dans le pays d'origine. Donc c'est pour dire comment euh, les, pour mettre cet exemple, en fait, c'est beaucoup plus pour montrer les différences qu'il peut y avoir entre les législations, mais aussi le fait que euh, ces législations peuvent continuer à être utilisées euh, par un des conjoints, en tout cas dans ce cas, dans les pays fortement patriarcaux, il faut dire de nature plutôt patriarcale ou fortement patriarcale, les hommes gardent un pouvoir sur les femmes, y compris quand ils sont déjà divorcés avec elles. Alors, parfois, ça peut être aussi, c'est une autre raison qui m'a été invoquée par une autre femme, à savoir que le fait que le divorce au Québec mène à un partage des biens acquis depuis le mariage, euh, c'est parfois insupportable pour des hommes qui se considèrent comme les pourvoyeurs et qui se considèrent comme étant les seules personnes à, à détenir ces biens-là. Donc, le fait qu'ils aient à partager, ça va se traduire par une espèce de vengeance à l'égard de l'ex-épouse, mais en utilisant certains éléments de la législation du pays d'origine. Et donc, plusieurs femmes se retrouvent complètement démunies. Alors, la même chose pour les enfants. Quand il y a des enfants, si jamais les enfants, est-ce que c'est vrai? Ah non, pardon, j'ai vu la question surgir, je m'excuse. Je ne sais pas si je vais répondre tout de suite ou plus tard. Moi, je vous rapporte ce que m'a dit une femme d'origine iranienne. Point. Une autre femme d'une autre origine, je me souviens pas de son origine, oui, me parlait de la situation des enfants en cas de séparation. À savoir que si les enfants allaient en vacances avec le père, eh ben, il était fort possible pour eux que le père les empêche de revenir dans le pays d'origine. On a eu un cas très médiatisé il n'y a pas très longtemps d'un homme qui avait amené ses enfants dans le pays d'origine
je pense qu'ils étaient d'Algérie, et qui a empêché donc les enfants de revenir au Québec. Donc c'est pour dire pourquoi, parce que la législation du pays permet aux pères de prendre un certain nombre de décisions, et la même chose pour les enfants, ils ne peuvent pas sortir du territoire sans l'autorisation paternelle. Et ça, c'est dans tous les cas. Même si les parents étaient encore mariés et que les enfants doivent voyager, par exemple, seulement avec la mère, il faut que le père donne l'autorisation de voyage pour que les enfants puissent voyager. Ensuite, ça c'est donc le deuxième enjeu que j'ai soulevé, c'est celui-ci, c'est les contradictions et les différences entre les législations du pays d'accueil et du pays d'origine. Il y a aussi, en troisième position, le rôle de la famille dans le processus de séparation. Ça a été très bien montré dans votre présentation, Madame Arsenault, à travers le fait de la vision collective et de la vision individuelle. C'est que très souvent, les séparations euh, chez un bon nombre de familles immigrantes, ça se passe pas qu'entre les époux. Ça se passe entre les deux familles. Et donc, l'intervention des familles, elle va être déterminante pour les femmes, surtout pour avoir des conséquences importantes pour les femmes. Un, si la femme ici, par exemple, veut aller jusqu'au bout de la séparation, à savoir le divorce, elle risque de perdre toute sa famille, parce que parfois sa famille est opposée à toute séparation. Il se peut aussi que la famille soit aussi de son côté et réclame aussi des choses qui ne sont pas cohérentes dans la société d'accueil, étant donné que le divorce se déroule ici au Québec. Donc c'est pour dire que il y a il y a des choses il y a des éléments qui interviennent et qui font que euh, le fait que c'est la famille élargie qui prédomine dans pas mal de familles immigrantes, de familles immigrantes, il reste que ça vient en contradiction avec la législation ici, où le divorce, par exemple, se passe réellement entre deux personnes et pas plus de deux personnes. Effectivement, il y a aussi l'élément, puis je pense que je vais terminer là-dessus, c'est la situation des enfants dans les processus de séparation, parce qu'il va y avoir encore des réclamations, parce que dans la culture, entre guillemets, d'origine, normalement, l'autorité parentale, elle vient du père et non de la mère. Or, c'est parfois inconcevable dans certaines cultures, que la femme ait aussi une autorité parentale sur ses enfants en cas de séparation. Alors, tant qu'ils sont pas séparés, ça se voit moins. Et encore, parce que parfois, il y a beaucoup d'hommes qui réagissent à cette autorité parentale qui est accordée aux femmes. Exemple, le versement des prestations familiales, de préférence à la mère au lieu d'être fait au père. Il y a beaucoup de pères qui revendiquent ou qui dénoncent le fait que les prestations familiales soient versées prioritairement aux femmes, alors qu'ils peuvent très bien, d'un commun accord, décider de faire un changement, mais eux considèrent que c'est pas normal. Donc, il y a comme ce sentiment de perte de l'autorité parentale sur les enfants de la part du père, qui est accentué par la séparation. Alors voilà à peu près ce que je peux dire. On pourrait aller plus loin, peut-être dans les échanges. Et voilà à peu près les quatre enjeux que je voulais mettre en avant. Il y en a beaucoup plus, mais c'est ceux qu'on a, que j'ai et certains de mes collègues ont rencontrés le plus souvent. Merci à vous. Merci beaucoup, Yasmina. Merci, Stéphanie, pour votre super belle présentation. Beaucoup de ponts ont été faits justement entre ce que Stéphanie relève de la recherche versus Yasmina au niveau
de la pratique des gens sur le terrain. Je vais juste prendre un petit instant pour remercier à nouveau Stéphanie, Yasmina. Merci énormément pour votre présentation, pour les échanges qu'il y a eu. Très enrichissant. Merci énormément. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier différents partenaires qui nous ont aidés tout au long du processus de la mise en place de ces webinaires-là, qui nous ont aidés, oui, dans les présentations, mais aussi dans la mise en place des boîtes à outils. Donc, plus spécifiquement, j'aimerais remercier la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec. J'aimerais aussi remercier l'Association internationale francophone des intervenants auprès des familles séparées. Et finalement, j'aimerais aussi remercier l'Observatoire des réalités familiales du Québec. Pour rappel, la boîte à outils va être disponible dans à peu près 2 semaines avec l'enregistrement du webinaire, le PowerPoint, des textes et plein d'autres outils très intéressants. C'est ce qui conclut aujourd'hui notre 3e webinaire. Je vous remercie énormément pour votre super belle participation. Puis au prochain webinaire.